Bien, nous avons, dans la vidéo précédente, regardé un petit peu ce qu'on appelle la théorie de l'information, en lien avec la thermodynamique d'un côté et avec la physique quantique de l'autre. Donc vous comprenez peut-être pourquoi maintenant, dans cette application Wiki, on vous parle beaucoup de physique quantique, c'est important de comprendre cette science, on vous parle beaucoup d'information, et on vous a parlé aussi d'entropie, parce que là, on est au cœur de la manière dont fonctionne un système vivant. Donc maintenant, on va un petit peu explorer les conséquences de ces équivalences entre l'entropie, l'information et la physique quantique. La première chose donc qu'on peut savoir, qu'est-ce qui se passe si je dis, finalement, mesurer l'entropie, c'est équivalent à mesurer la quantité d'information qui est contenue dans un système. Et je vous rappelle que cette quantité d'information, elle est disponible à l'intérieur du système, mais on n'y a pas accès. Nous, on est à l'extérieur, c'est-à-dire que tous ces micro-états qui sont compatibles avec un seul macro-état extérieur, eh bien c'est ça qu'on mesure par la fonction entropie. Et si on veut passer en communication, ça mesure la quantité d'informations. C'est-à-dire qu'il faut énumérer tous les micro-états, et plus il y en a, plus l'entropie est grande. C'est l'idée derrière cette notion. Maintenant, on va appliquer ce qu'on a appris de la thermodynamique. C'est-à-dire que quand un système absorbe de l'entropie, on sait qu'il se déstructure. Absorber de l'entropie, ça veut dire la garder en soi, ça veut dire se déstructurer. Et la conséquence logique, c'est que si vous accumulez de l'information, vous accumulez de l'entropie, et donc vous allez perdre vos structures et vos fonctions. Donc, on arrive à cette conclusion que l'information est une chose toxique. C'est-à-dire, on s'intoxique en absorbant dans l'information, d'où la nécessité qu'on en a régulièrement de se désintoxiquer. Comment on se désintoxique? Eh bien, il faut effacer physiquement l'information qu'on a absorbée. C'est-à-dire que quand vous vous réveillez chaque matin, vous allez absorber durant toute la journée une énorme quantité d'informations, et vous n'y pouvez rien, parce qu'on a vu qu'acquérir de l'information ne coûte rien. Donc, vous le faites. Par contre, à force d'accumuler de l'information, vous allez saturer vos mémoires, et il va falloir donc physiquement effacer cette information, d'où un coût anthropique à générer. C'est pour ça que vous êtes à 37 degrés C, il faut générer de la chaleur pour vider cette information. On peut le dire dans le langage de la biologie, c'est-à-dire nettoyer ces déchets. C'est une façon aussi de voir la chose, mais on peut dire qu'on se libère de l'information, et c'est pour ça qu'on libère de l'entropie, et que cette entropie qu'on libère efface nos disques durs, ce qui permet le matin suivant d'avoir les mémoires à zéro, et on peut recommencer une nouvelle journée. Maintenant, vous comprenez évidemment que si je ne dors pas, parce que c'est la nuit qu'on fait ce travail d'effaçage, si je ne dors pas, j'accumule, puis à un moment donné, je pète les plombs, parce qu'il faut bien nettoyer l'information que vous absorbez. Alors, l'autre chose qu'on peut noter, c'est que si l'information est une chose toxique, eh bien, moins une chose contient d'information, plus elle va devenir intéressante. C'est-à-dire, quand vous avez beaucoup d'informations dans quelque chose, il y a tellement d'informations que vous n'y voyez rien, vous ne comprenez pas. Par contre, si vous êtes capable de réduire la quantité d'informations par un processus qu'on appelle la profondeur logique, on va expliquer ça dans un moment, si vous êtes capable de vous débarrasser de toute information inutile pour ne garder qu'une petite quantité de bits qui sont significatifs, eh bien, là, vous allez avoir des choses qui sont intéressantes. Alors, encore une fois, je prends un exemple. Le Soleil, par exemple, c'est quelque chose qui, on l'a vu, contient énormément d'énergie. À peu près ici, on a 1000 joules qui arrivent sur la Terre, et on a donc un être vivant, qui est une plante, qui va transformer une partie de cette énergie, et elle va donc conserver que 10 joules sur l'énergie qui arrive. Pourquoi? Parce que les 90% du reste est généré sous forme d'entropie. Et donc, ici, si vous dites qu'il y a beaucoup d'entropie, ici, il va y en avoir moins. Ensuite, cette plante, elle va être mangée par un herbivore,
qui va à son tour, sur les 10 joules que fournit cette plante, elle va n'en prendre que 1 pour faire sa structure. Et puis sur le joule qui est ici, un autre carnivore va manger l'herbivore. Et là, on n'a plus que 0,1 joule. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, on est passé d'un état gazeux à un état qui est de plus en plus intéressant. C'est-à-dire que si je vous présente le soleil qui brille, vous allez très vite vous lasser. Parce que c'est toujours pareil. Si je vous présente une plante, c'est déjà plus intéressant. Vous pouvez la regarder, mais vous pouvez faire l'expérience avec les gens. Au bout d'un certain temps, vous dites, bon, parce qu'une plante, ça ne bouge pas. Donc on est là, on dit, bon, ok, j'ai autre chose à faire. Par contre, si vous regardez un animal, c'est déjà encore plus intéressant qu'une plante, parce qu'il va bouger. Et donc, vous pouvez le suivre. Mais, évidemment, il y a aussi le fait que c'est encore plus intéressant de voir une proie chassée par un chasseur. C'est-à-dire que là, on est vraiment attentif. Il se passe des choses, c'est intéressant, mais il faut savoir que toutes ces choses intéressantes, vous avez réduit l'information à son strict minimum. Et donc, on est avec cette idée que nous devons manipuler de l'information, mais il y a aussi tout un travail, c'est ce qu'on appelle la profondeur logique, de travail sur l'information pour en défausser le maximum, et évidemment, on va en garder juste le nombre qu'il faut. Alors, ce travail de défaussage, ici, on l'appelle l'exformation. C'est-à-dire que, quand vous vivez, vous avez besoin d'informations, mais vous devez aussi, là, vous en libérer. Et donc, on peut définir que l'exformation, c'est tout ce qui est nécessaire pour générer un message, mais que vous n'allez pas transmettre. Parce que ça fera trop de bits si vous voulez générer tout ça. Vous n'allez transférer qu'un tout petit nombre de bits, et ces bits que vous transférez font du sens, parce qu'il y a ce qu'on appelle un contexte, une énorme quantité d'informations, qui est mis à la poubelle et qui n'atteindra jamais le receveur. Alors c'est là où c'est intéressant, c'est que bien sûr la quantité de bits qui atteint le receveur est petite, mais le receveur lui aussi a une profondeur logique. C'est-à-dire qu'il est capable, en recevant peu de bits, d'en générer beaucoup. C'est-à-dire qu'il va, là vous allez avoir une action de compression, et puis il va y avoir une action de décompression. Alors, cette action de décompression, évidemment, elle va prendre du temps. Ça ne se fait pas tout seul. Et ce qu'on peut définir la complexité logique d'un système, c'est quoi? C'est le temps qu'il faut pour décoder l'information. On le voit ici très bien avec la molécule d'ADN. Dans l'introduction de cette série de vidéos, je vous ai dit que l'ADN, c'était 1 gigaoctet de quantité de bits. Mais on sait aussi que grâce à cet ADN, je vais pouvoir générer un être vivant. Et il va falloir combien de temps pour transformer l'ADN en être vivant? Chez un être humain, pour arriver donc à l'état de maturité intellectuelle et physique, il faut attendre 20 ans. Donc vous voyez qu'on dit que l'ADN a une profondeur logique très forte, parce qu'il va falloir 20 ans de vécu pour exprimer toute l'information qui est contenue dans ce gigaoctet de molécules qu'on appelle l'ADN. Ça, c'est tout le processus de transformer peu d'informations, de décoder en fait l'information, et l'ADN a été, quand on le fait, on comprime, on génère une énorme quantité d'exformations pour ne garder que ce qui est le plus significatif, et ensuite on le décomprime pour régénérer la quantité d'informations qu'on avait au départ. Alors ce qui est intéressant, c'est que on ne transmet qu'une toute petite partie de l'information. Ce qui fait que ça laisse évidemment de la place au receveur. Il n'est pas obligé de restituer fidèlement ce qui a été compressé. Mais c'est ça qui fait l'intérêt de la vie. C'est que vous recevez un message qui a été compressé par un être vivant, et ce message, vous allez le décompresser, et évidemment, ce qui va sortir pourra être très proche de ce qui a été émis, mais aussi légèrement différent. Et c'est dans cette légère différence que se trouve tout l'intérêt de vivre, parce que cette opération de décompression, vous pouvez la faire qu'en vivant. C'est la vie qui va vous permettre de faire la décompression. Voilà. Alors, on a aussi ce joli théorème de Gödel qui est en relation avec tout ça, qui nous dit qu'on ne peut pas calculer en fait par avance les résultats
Pourquoi? Bien parce que la théorie numérique, la théorie des nombres qu'on utilise pour faire de la science est incomplète. On appelle ça les théorèmes d'incomplétude, c'est-à-dire même si tout est bien réglé, si vous avez tout peaufiné pour que ce soit logique et qu'il n'y ait aucune place à la contradiction, eh bien forcément vous aurez quand même une contradiction, quel que soit votre système de raisonnement. Alors ça on peut le traduire pour les systèmes vivants par la phrase qui est ici. Tout être vivant peut connaître plus que ce qu'il peut connaître à condition de le connaître. C'est-à-dire vous devez vivre pour savoir quel va être le résultat d'une information qui vous arrive. Vous ne pouvez pas prévoir par le calcul ce qui va arriver. Vous devez absolument faire le calcul, ça veut dire vivre pour savoir quelle va être la conséquence de l'information que vous recevez. Alors, je vais vous montrer juste pour... Tout ça, c'est vrai que c'est un peu théorique. On va prendre un exemple bien concret. C'est Victor Hugo. Victor Hugo, à un moment donné de son existence, il a écrit un roman qui s'appelle Les Misérables. Bon, il écrit Les Misérables, un roman qui est fleuve. Et puis Victor Hugo, il est inquiet. Pourquoi? Ben parce qu'il dit, mais bon sang, j'ai écrit un monument, un roman fleuve. Comment le public va recevoir ce roman? Est-ce qu'il va être aimé? Est-ce qu'on ne va pas l'aimer? Et Victor Hugo, vous ne pouvez pas imaginer la quantité de questions qu'il a dans la tête à poser à son éditeur, puisque le livre vient d'être imprimé, il a été livré, et Victor Hugo veut savoir si c'est un succès, c'est-à-dire que les gens se précipitent pour acheter le livre, ou si au contraire, les bouquins ils s'empilent et que personne ne veut les acheter. Mais il veut aussi savoir s'il y a eu des retours, et comme il y a tellement de questions, il est en face à un problème typique d'exformation. Il a une énorme chose. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va défausser, jusqu'à arriver à une information minimale, parce qu'il ne peut pas écrire à son éditeur en réécrivant le même nombre de lettres que dans Les Misérables. Il faut qu'il envoie un message bref pour que l'éditeur comprenne qu'il a besoin d'une réponse. Ben voilà, il va arriver à ça. Il va prendre un papier blanc, tout blanc, et il va juste mettre un point d'interrogation. Il ferme, il met dans l'enveloppe et il l'envoie à l'éditeur. L'éditeur, qui est donc ici, reçoit une lettre de Victor Hugo, il se dit je vais encore me prendre 40 pages de texte. Ben non, il ouvre et il voit un point d'interrogation. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'éditeur? Mais tiens, Victor Hugo m'envoie un point d'interrogation. Il va dérouler tout un raisonnement en disant ah oui, il est inquiet parce qu'il veut savoir qu'on vient d'imprimer son livre. Victor Hugo n'a pas eu besoin de dire ça. Dans le point d'interrogation, tout ça a été transmis. Autre part, qu'on appelle, nous, aujourd'hui en physique quantique, l'éther, c'est-à-dire que vous pouvez passer par toute la quantité d'informations inutiles, vous la mettez dans l'éther, et vous êtes Victor Hugo, l'éditeur, il se connecte à l'éther, il comprend ce que signifie ce point d'interrogation. Et puis il a le même problème, l'éditeur. Pourquoi? Parce qu'il doit répondre. Victor Hugo, il doit donner une réponse, et là aussi, il a tellement de choses à lui dire qu'il va faire le même travail. C'est-à-dire que l'éditeur va dire, on va répondre ceci, cela, non, et puis voilà, il arrive, il reprend une page blanche, et il met point d'exclamation. Il ferme la lettre, il envoie à Victor Hugo. Victor Hugo reçoit une lettre blanche de son éditeur avec un point d'exclamation, et il est rassuré, parce qu'il sait que le livre est un succès. Ah oui, l'éditeur, quand il a mis le point d'exclamation, il dit « Mais tout va bien, on s'arrache le bouquin, il n'y a aucun problème, je suis même en train d'en réimprimer. » Il a mis toute cette information dans l'éther, et il a signifié par son point d'exclamation que tout allait bien, et Victor Hugo a décodé cette information. Donc vous voyez, il y a de l'information qui passe dans les tuyaux, très peu. Pour coder un point d'interrogation ou un point d'exclamation, il vous faut 5 bits. Mais avec ces 5 bits, vous pouvez générer énormément d'exformations, soit en incitation, soit en décodage, peu importe. Ça marche dans les deux sens parce qu'il y a une connexion, on est connectés ensemble par un éther. Voilà, alors, imaginez que le livre a été un échec, qu'aurait envoyé l'éditeur à Victor Hugo, mais il aurait envoyé aussi un seul caractère en point. Et
puis bon, ben, c'est plié, il n'y a rien à dire, fini. Le livre est un échec. Et là, on commence à tomber sur quelque chose qui est important, ce qu'on appelle le symbolisme. C'est-à-dire que, via les symboles, vous pouvez transmettre en fait de l'information comme si vous transmettiez une énorme quantité d'informations. Ici, le point d'interrogation est une question, le point d'exclamation est une réponse positive, le point sans la barre au-dessus est une réponse négative. C'est un code, c'est un symbole, mais ces symboles agissent sur les gens. C'est-à-dire que ce ne sont pas simplement des trucs inertes. Et donc c'est pour ça que, dans les cadres de pensée que j'ai énumérés, il ne faut pas oublier le 7e cadre qu'on appelle le symbolisme, où vous transmettez non pas de l'information, mais des symboles qui véhiculent de l'ex-formation. Voilà, j'ai essayé donc un petit peu de vous clarifier cette notion qu'on appelle l'ex-formation. Et maintenant, ben, on va regarder un petit peu comment ça se présente en relation avec tout ce qu'on a vu, que ce soit en physique quantique ou en thermodynamique.